Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 196. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Beaucoup de nouveautés, un top 10 un peu stable, mais beaucoup de nouveautés. Donc voilà, bon, comme ça équilibre, hein. S'il y a un top 10 assez stable, ça nous permet de parler de plus de nouveautés. On va commencer par la 10e place. Et c'est un rescapé, c'est Terrorscape 2 qui s'accroche. Ouais, tiens le choc, hein. Ah bah il ne meurt jamais comme les boogeymen dans les films d'horreur des années 80. Le mec revient toujours. Donc oui, il s'accroche. D'ailleurs, je crois que c'est le seul représentant de GameFound dans le top 10 cette semaine, hein. Il en est Ouais, à... alors GameFound, c'est vraiment creux, C'est un ouais. peu Tout le creux, reste, c'est ouais. du Kickstarter. Hmm. Et on voit qu'on rentre quand même dans le top 10 à Ouais, 2643, donc ouais, ouais. plutôt élevé, hein. Ouais. Ce qui explique pourquoi en fait il est assez stable, parce que des projets à 1000, 1500, il y en a plein. Mais bah, voilà, souvent on rentre quand même dans le top 10 à 1500, à peu près 1600 pour les premiers. Là, 2600, c'est quand même très élevé. Il n'y La a pas de, fourchette est haute, ouais. ouais, il y a pas de 10 000, hein, comme on a souvent des gros projets qui drainent. Mais par contre, voilà, il y a une grosse densité chez les gros, quoi. 780 000 dollars. Il est là encore 10 jours, hein, donc bon, là je pense il va stagner, hein, voilà, pour ce jeu d'épouvante dans lequel un joueur va jouer un monstre et les autres joueurs vont jouer les rescapés, tout cela dans une espèce d'usine ou labo abandonné dans la neige. Donc voilà, donc c'est action cachée. Le monstre va avoir chopé les survivants. Les survivants devront faire des petites missions pour pouvoir s'en sortir sans être chopés par le monstre. Voilà, Terrorscape 2, encore 10 jours. 9e place, Mystery Puzzles, ça se passe sur Kickstarter. 195 000 euros, 3411 contributeurs, elle vient de changer sous mes yeux. 18 jours avant la fin. Puzzle avec un twist, hein, on en avait vu dernièrement, hein, qui avait cartonné. Là, c'est pas tout à fait le même concept, mais il y a quand même cette idée de on fait des puzzles, mais pas que. On essaye d'y inclure des idées, des twists, des jeux. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être amené à se développer parce que c'est la deuxième expérience là que je vois et les deux ont bien marché. Donc à mon avis, ça va donner des idées aux éditeurs. Même Ouais, si c'est bah pas ça marche nouveau, bien. hein. Moi, Mais on a déjà vu un j'ai truc pas comme pris ça. celui-là, mais là, j'en ai pris un en vente privée là sur Philibert Ok. à moins de 10 euros. Et c'est pareil, c'est un puzzle que je vais faire avec mes enfants où il y a cinq questions, enquêtes dans lesquelles il faut aller faire des recherches et on trouve les résultats en se connectant sur le site et en rentrant les réponses. Donc c'est assez intéressant. Après, faut voir comment ça vit dans le temps parce que ce qui est chouette avec un puzzle, c'est de le faire, de le défaire, puis de Ouais. le refaire. Donc c'est un truc de patience. Quand on a fait un peu le jeu qui va avec, je pense pas qu'on le refasse. Est-ce que du coup on C'est ça. refera le puzzle quand même ou pas? Ça, bon, si ça rajoute quelque chose en plus, a priori ça ne nuit pas à l'expérience de base. Donc c'est un petit boost quoi. Et puis ça remet quand même le puzzle pas au centre, mais en tout cas dans l'univers ludique, là où c'est vrai qu'on en entendait quand même moins parler avant ces quelques campagnes là, de 2025. Je sais qu'il y a des éditeurs français qui ont fait des choses. Alors je ne sais plus si c'est Yellow ou Lucky Duck qui avait sorti une gamme un peu puzzle 3D. C'est une collection. Mais bon, il y a des tentatives, hein, de retour de dépoussiérer un peu le puzzle. Il y aura d'autres expériences comme ça, c'est sûr, hein, on va en voir d'autres dans des campagnes vu comment ça marche. On attend la suite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? 8e position, pardon. C'est notre bundle de la semaine là, trilogie, Garden Trilogy. Bon, écoute, on n'a pas grand chose à dire dessus. Moi je sais que je me rappelle Et qu'on... encore 3 semaines. Il est là encore 3 semaines. Bah ouais, ça fait partie Il est là encore des 3 jeux qui semaines. vont traîner dans le kick parade et Voilà. on sait pas quoi dire dessus. Il en est ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'il il a déjà dépassé le demi-million d'euros quand même, hein, 523 000 euros, et il flirte avec les 3500 contributeurs. Donc c'est un vrai succès. Voilà, moi je me Ouais. rappelle d'Aquagarden. Effectivement. Ça avait très bien marché déjà, et ça avait l'air d'être assez joli. Et puis il y a les deux autres, Sky Garden et Dino Garden, donc c'est une collection, hein, évidemment, sur les mêmes concepts. C'est japonais, donc frais de port, voilà. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que on a eu un commentaire d'une personne qui a déjà commandé sur Uchiba Koya, Ouais. l'éditeur japonais, et qui a dit que c'était très très solide, que le matériel était super et qu'il avait bien été livré. Ok. Donc, voilà. Bon, bah, Ça très bien. reste quand même relativement coûteux de mon point de vue, mais au moins on a un peu, pas la garantie, mais il y a des proportions importantes pour qu'on ait le jeu, donc ça c'est plutôt bien. Ok, allez, place suivante, c'est Super Boss Monster Number 2, 280 000 euros, 3938 contributeurs, c'est la dernière semaine pour ce Dungeon Crawler inversé, parce que c'est vous qui allez placer les monstres, les pièges et les pièces, et votre adversaire, je crois que c'est un adversaire, hein, qui joue les aventuriers, ou c'est le jeu lui-même. Bah, Alors dans la ça... version solo, c'est le jeu lui-même, Oui, mais sinon, je crois que
non, les aventuriers, il me semble, vous nous direz, hein, s'il y en a qui sont allés étudier, ils sont toujours joués de façon automatique. C'est ça, hein, c'est ça. C'est Donc, quand on vraiment joue une à 4, spécialisation chacun a son sur, donjon. Ouais. Ouais, il faut vraiment faire son donjon. Mais c'est une très bonne idée, je trouve, d'inverser C'est le marrant, truc. puis c'est plutôt joli, ils remettent du dé sur certaines cartes, bon bah je trouve que c'est plutôt intéressant. Le jeu en lui-même, il est plutôt sympa, 35$ et 13$ de frais de port, bon bah ça passe. C'est du Un pixel jeu qui a art. fait ses preuves. Hein, ça, Il y a un parti pris graphique, ouais, faut aimer, hein. Moi, c'est- je suis pas tout le temps fan du pixel art. Alors, Moi peut-être que j'aime parce pas, que mais bon, au moins ça change quoi. on en a bouffé tellement quand on était jeune dans les jeux vidéo que voilà. Puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si, qu'il y a une version pour les kids. 6e position dans le Kick Parade de cette semaine, c'est Distill Cocktails, qui est apparu la semaine dernière et qui est déjà c'est déjà quasiment fini, ça, hein. Il reste 6 jours. C'est une campagne courte, mais intense. 389 000 €. Il a dépassé les 4 000 contributeurs. C'est une extension pour Distilled, qui était un truc plutôt de whisky, il me semble, dans lequel vous allez faire vos alcools. Et puis là, il faut une version cocktail. Bon, c'est rigolo, c'est festif, donc forcément c'est très coloré. Vous pouvez faire vos petits cocktails, mettre vos petits parasols dessus, vos petites tranches d'orange. Bon, c'est une bonne idée. Franchement, pour une extension autour de production d'alcool, je trouve que c'était malin de faire ça, quoi. Voilà. Et ça cartonne. Ouais, ça va, c'est le prix en fait, toujours bizarre. Enfin, bon, 49$, c'est une extension quoi. Ouais. Pour en plus déjà le jeu de base, bon, je remettrai pas mon coup de croc, mais bon, voilà, c'est les extensions au prix d'une boîte de jeux, pas gros. Quoi. Allez, on passe à la 5e place, qui est occupée par The Game Makers. 672 000 €, 4387 contributeurs, c'est la dernière semaine pour ce jeu très 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 ambitieux, dans lequel vous allez prendre la place d'un éditeur de jeux de société, de la conception à la fabrication. Alors j'ai l'impression que l'accent est beaucoup plus sur la fabrication elle-même, sur la production, et qui reprend évidemment, on l'a déjà dit, tout un tas de jeux qui existent dans la réalité. C'est ça un peu la force du truc, c'est un peu le coup marketing du projet, on va dire, et ça marche très très bien. Malgré la grosseur du jeu sur la table, hein, quand même, c'est un gros jeu, malgré le prix, parce que c'est un jeu cher, et malgré quand même une certaine complexité du gameplay, hein, qui a l'air... oui, puis malgré le relatif anonymat de l'auteur et de l'éditeur. C'est ça. Sont pas, bon, Béziers, c'est un peu connu, hein, c'est connu quand même, pas mal de projets, mais c'est pas un éditeur, je dirais, de premier plan. Et l'auteur, moi, je connais pas du tout. Donc, non, je crois que c'est un auteur assez junior. Hein. Donc, bon, c'est intéressant de voir quand même. Parce que lui, c'est pareil, il a repris dans les 500 ou 600 ou 700 contributeurs dans la semaine. Pour un jeu à ce prix-là, de cette complexité, j'avoue que c'est intriguant. Ouais, ils ont su frapper juste. Ils ont fait beaucoup de marketing aussi. La page est maligne, ça donne envie, là, tous ces jeux auxquels on a joué, que tu peux faire toi-même. Non, c'est très malin. Hein. Puis le jeu est beau. Hein. Bien foutu, c'est transparent. Ils te vendent pas du rêve. Hein. Franchement, au bout de quelques minutes, t'as compris que ça allait te casser la tête. Je veux dire, c'est pas, ils présentent pas ça comme un jeu joli. Hein. Non. Ils te montrent la complexité, les traces, tout le matos, etc. C'est un jeu de gestion, ouais. Mais avec aussi du marketing qui te vend un petit peu du rêve qui essaye de t'emballer. Donc c'est bien foutu, c'est précis aussi. Tu trouves toutes les infos que tu veux. T'as des vidéos, bon, tout le monde en dit du bien comme d'habitude. C'est quand même beau. Le plateau central est beau. Non, ça fait envie, franchement. C'est un projet cool. Hein. À la moitié de ce prix, je le prenais quoi, mais à 150$. C'est ça, c'est un jeu de luxe. Hein. Entrée de gamme, waouh. C'est un jeu de luxe, ça c'est sûr. Bon, j'espère que je l'essaierai un jour quand même parce que. Ça, à mon avis, ça sortira pas en boutique. Je pense pas. C'est trop la galère à produire. À mon avis, ouais, c'est trop. Et puis c'est trop niche, niche. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de matos. Je dis que c'est cher, mais il y a quand même beaucoup de matériel. Ah oui. Et puis les jeux experts comme ça, c'est quand même vraiment pas évident de les écouler à un public qui vient en magasin de jeux essentiellement pour acheter Uno ou c'est ça. Des petits jeux comme ça. Donc, c'est pas évident à vendre. Le gars vient acheter Uno et t'essayes de lui vendre The Game Makers. Ça va pas le faire. C'est un défi, quoi. 4e place, c'est une des rares entrées de la semaine dans le top 10. Ça se passe sur Kickstarter, c'est Cyberpunk Legends Into the Night. Wow. Il flirte déjà avec les 600 000 €. Hein. Ça rigole pas, 4785 contributeurs et il est là pendant un mois. Donc c'est un jeu de cartes, tout bêtement. Hein. C'est un jeu de cartes tiré de la licence
licence Cyberpunk. Alors, est-il... oui, si on va rappeler, ça a été un jeu de rôle dans les années 90, je crois. Ouais, auquel Début j'ai 90. joué, hein. Ouais, auquel j'ai joué, je m'en souviens, Cyberpunk. Il y a eu évidemment un gros jeu vidéo qui a fait parler de lui, autant bien qu'en mal. Il y a Une eu... série Netflix. Il y a eu une série... Ah oui, une série Netflix de Cyberpunk? Ouais, j'ai vu Cyberpunk 2077, je crois. D'accord. C'était sur Netflix, c'est un truc en 12 épisodes, Ok. une série animée. Ah oui, d'accord. Il y a eu un C'est pas reboot mal du en jeu de plus, rôle, hein. Cyberpunk Red. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, il y a eu des jeux de plateau, dont Minor Note, qui a fait un jeu de plateau il n'y a pas si longtemps. Je sais même pas s'il a été livré avec leurs problèmes là. Mais bon, bref. En tout cas, c'est une licence ultra connue. Le Cyberpunk, ça fait vendre, ça fait partie des univers qui sont à la mode, voire galvaudés, si on veut être un peu mauvaise langue. Moi j'aime bien, à toutes les franchement, sauces. j'avoue que Moi aussi j'aime bien. bien, mais c'est souvent ce qu'on a dit avec Swan. J'étais assez d'accord avec lui, alors peut-être de manière un peu moins radicale que lui, mais c'est vrai que souvent les univers cyberpunk, ils te foutent un néon rose, un mec tatoué, et puis on y va, quoi. Et je pense que c'est un peu plus que ça. Voilà. Et je trouve que des fois ça va un petit peu à la facile. Bon bref, là c'est un jeu de cartes. Bon, écoute. Ouais, il a la spécificité d'être en coop, donc je me suis dit quand j'ai vu... Bon d'abord j'aime bien le Cyberpunk, en plus classé avec 4700 contributeurs, je savais qu'on en allait parler, donc je suis allé un peu étudier. Je me suis dit c'est un jeu de cartes, encore un de plus, d'affrontement, voilà. Bon, en fait a priori non, c'est un jeu de coopératif de 1 à 4 joueurs. Bon ça c'est plutôt original. Ouais. Donc en campagne de deck building. Donc il n'y a pas de VF, donc attention. Le prix, l'entrée de base quand même, c'est un jeu de cartes à $50, plus $25 de frais de port. Voilà, ouais, ça dépend combien il y a de cartes, c'est toujours pareil. Tu vois, le Seigneur des Anneaux, la boîte de base, qui est un jeu de cartes coopératif également, c'est 70 balles. Enfin, entre 60 et 70 balles. Il y a 250 cartes, je crois, un truc comme ça, il me semble. Je regarde s'il le disent. Donc moi, je trouve pas ça déconnant. Après, tout dépend évidemment de ce qu'ils proposent dans la boîte. Mais s'il y a beaucoup de cartes, avec pas mal de scénarios, il faudra voir combien il y a de scénarios dans la boîte de base. Je trouve pas ça incroyablement cher. Mais c'est vrai que c'est pas super clair sur la page. Non, c'est pas... honnêtement, c'est pas transparent. Le nombre de cartes, le gameplay aussi, j'ai essayé de fouiller. Bon, j'ai pas eu le courage d'aller me faire 1 heure de vidéo sur un jeu qui rentre pas dans ce que moi je suis susceptible d'acheter. L'esthétique, c'est ok. Oui, c'est très classique. Cyberpunk, j'ai pas non plus vu une originalité de fou. Bon, il y a Netrunner, les rockers, les nomades. Ouais, voilà. Bon. De toute façon, on est dans l'univers du cyberpunk, je veux dire du titre, c'est exactement ça. Là, je vois base 7, 3 scénarios, rocker deck, il y a 1, 2, 3, 4 decks, 3 scénarios, 3 upgrade packs. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Un trauma pack, un mystery pack. Donc, ça va être des petites cartes que tu peux refoutre pour un peu alimenter ton deck. Donc, globalement, il y a 4 decks de joueurs et 3 scénarios pour 65 balles. Non, c'est pas du vol. Franchement, pour ce genre de jeu, je trouve que ça va, quoi. Bon. Ils disent que donc c'est une campagne au long cours. Donc là, c'est le démarrage. Donc c'est pas mal. 5000 contributeurs. Je pense pas qu'il atteindra les 10 000 en tout cas. Ouais. Peut-être parce que même il est sorti cette semaine, il est déjà presque 5000. Faut quand même le noter. Ça peut faire boule de neige. Et ils te préviennent déjà que tous les mois, il va y avoir des nouveaux starters avec des nouvelles extensions. Ils veulent vraiment faire un jeu de cartes évolutives, quoi. Voilà, Seigneur des Anneaux, Horreur Arkham. Moi, j'adore ce genre de jeu. JCE. Ça demande pas mal d'investissement, autant en termes de temps qu'en termes financiers. J'adore. Mais c'est quand même plus facile à contrôler que les JCC, parce que au moins à chaque fois que tu achètes une extension, tu as la totalité des cartes. Là, et puis après, là c'est pas compétitif, mais quand tu veux faire des tournois, c'est vrai que c'est plus simple quand tout le monde part un petit peu avec les mêmes armes qu'en JCC, où forcément celui qui a des gros moyens, il peut se payer un peu de pay to win de fou, et c'est un peu compliqué, quoi. Mais à voir. Moi je l'essaierai bien. De toute façon, il est encore là presque un mois, donc je pense qu'on aura le temps, toi et moi, d'aller un petit peu gratter pour voir. Et puis il est peu probable à 5000 contributeurs qui quittent le top 10. Non, donc, là je pense qu'il est installé là. Mais intéressant. Moi j'adore les JCE, j'adore les jeux de cartes coop, et j'aime bien Cyberpunk. Donc faut voir. Il n'y a pas de Tabletop Simulator malheureusement.
Ok. Alors, on passe aux nouveautés avant d'aller sur les 3 premiers de la semaine. Alors, beaucoup de nouveautés. On va commencer par GameFound, parce qu'il y en a un peu moins. On va commencer par Dogs of War. Alors, Dogs of War, c'est la réimpression, enfin un reboot, on va dire plus, d'un jeu de 2014, dans lequel ça va être un peu des seigneurs qui vont s'affronter pour le pouvoir, mais ce n'est pas vraiment un wargame, ce n'est pas vraiment de l'escarmouche. En fait, le concept, c'est que chaque seigneur n'a plus d'armée parce qu'ils sont tellement foutus sur la tronche que il y a plus personne. Donc ils sont obligés d'aller chercher des mercenaires. Et donc toute la mécanique du jeu, ça va être je prends quoi comme mercenaire. Chaque mercenaire a un pouvoir. Le plateau est assez original, hein. On s'attend à avoir une région, un truc comme ça, mais c'est plutôt des cases. Voilà, ça va être un peu plus complexe qu'un truc de, enfin un jeu de prise de territoire. Voilà, et puis apparemment il y a pas mal de complots, trahisons. Ça a certainement dû aussi à ce que vous embauchez comme mercenaire. Voilà, donc c'est plus un jeu, à mon avis, tactique, politique qu'un jeu d'affrontement, de prise de territoire. Bah déjà, on voit que ça commence à 3 joueurs, hein. Donc C'est ça. les jeux où c'est exclu de jouer tout seul ou à deux, c'est des jeux à très forte interaction. C'est ça. Il est Et déjà à c'est vrai que ça fait 1400, hein. assez, en présentation, ça fait assez jeu de gestion. On voit aussi qu'il y a des paravents, donc il y a certainement les Les actions ressources cachées. ou les cartes actions qui sont cachées Ouais. pour générer un petit peu de surprise. C'est intéressant, il a 1500 contributeurs. Ouais. Donc voilà, c'est un reboot, hein, de ce jeu. Donc effectivement, ils ont changé. C'est joli, hein, ce qu'ils ont fait là, avec les gros meeples en bois dans lesquels tu glisses les mercenaires. Tu glisses une tuile de mercenaires dedans. Je trouve que c'est assez Ouais, malin. puis le prix est ok, 45 Mhm. $, ça va. Bon, après, les frais de port sont un petit peu élevés à 20, 22, donc on finit un peu cher, mais bon, pour moi, pour ce qui est annoncé, ça, c'est ok, quoi. Allez, on continue avec un jeu un peu plus familial, on va dire, peut-être. En tout cas, peut-être plus initié. Qui s'appelle Sand Castle, toujours sur GameFound. Il lui est uniquement à 150 contributeurs pour l'instant. Le concept, c'est très simple. Vous allez construire votre château de sable au bord de la plage. Voilà. Pour cela, vous avez des tuiles que vous allez mettre. Vous allez mettre différentes structures de votre château de sable. Vous pouvez faire des remparts autour, hein, pour vous protéger de l'eau, car c'est ça le truc qui est rigolo, c'est que la mer avance. Vous avez des tuiles d'eau qui vont s'engouffrer petit à petit dans votre château, donc il va falloir protéger tout ça. Alors je sais qu'il y a des tokens coquillages aussi qui piochent. J'avoue que ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon voilà. En tout cas, moi je trouve l'idée rigolote. Voilà, de faire son château de sable. Ouais, franchement, c'est joli. Mm. Le prix est à 42 €, c'est ok. Les frais de port sont pas excessifs. Il y a une VF. C'est fabriqué en France. Ouais. Donc, il y a une VF, forcément, puisque c'est un éditeur français. Donc, Bro Games Édition, c'est bien un éditeur français. Écoute, je sais Il me semble- pas. Oui, à Lyon. Si, c'est à Ils sont à Lyon. Lyon, d'accord. C'est un éditeur lyonnais. Donc, la proposition est assez sympa, c'est plutôt joli. Ah ouais, c'est fun. Voilà, possible que ça arrive en boutique, hein. C'est pas exclu C'est sur pas ce type exclu, de ouais. jeu. Ouais. Et bon, ça fait envie. Il l'annonce 10 ans et plus. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment du familial initié. C'est On peut y ça. jouer avec ses enfants, mais je pense qu'on peut y jouer entre adultes. Et j'aime bien cette idée de faire un château de sable et puis la marée qui monte et puis d'essayer de retenir tout ça. Il y a pas mal de matériel. C'est plutôt bien présenté sur la page, donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, on passe la dernière nouveauté sur GameFound, enfin que nous on a repéré, c'est Era of Atlantis. Donc là, on est dans la fantasy ou la science-fiction. On part pour le royaume d'Atlante. 138 contributeurs, ça démarre pas très bien. Alors il y a une bande-annonce très longue, fait uniquement en IA. Bon, c'est très joli, hein, mais jamais il t'explique le gameplay, c'est dommage. T'es obligé de regarder la page un peu plus. Alors il y a quand même une grosse spécificité que moi je trouve intéressante. C'est que bon, globalement c'est de la prise de territoire, hein. Vous allez avoir une faction un peu fantastique de cette époque, on va dire. Et puis vous allez tenter de conquérir le monde. Vous avez de la gestion. Enfin bon, voilà, c'est un peu habituel. Le twist, c'est que en fait, tu gères deux gestions en même temps. Deux factions en même temps. Par contre, la deuxième faction, il y a ton voisin qui la gère avec toi, alors que vous êtes concurrents. Donc ça peut amener un gameplay assez un peu what the fuck, tu vois. Faut voir comment ça marche, mais voilà, donc c'est quand même assez original à ce niveau-là. Alors tu m'as dit que Oui, c'était une campagne y a qui pas... Ouais. Ouais. Alors, Ouais. c'est une campagne que je suivais parce Ouais. que bon, j'étais un peu vigilant dessus. Elle est sortie, elle a été annulée quasiment tout de suite parce qu'ils avaient trop peu de contributeurs. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient pris, c'était un moment juste avant l'été où ils pensaient tous qu'ils peuvent les vendre facilement des pledges au-dessus de 100 €.
€, donc ils y sont revenus un petit peu. Là, ils ont baissé le prix. Le First Founder, c'est 67 €. Alors attention, c'est pour les premiers, hein, ceux d'après, c'est 90, plus les frais de port, etc. Ça en fait un jeu assez cher. Il y a du contenu, donc ça, bon, ça peut justifier le prix. Comme tu dis, j'avais remarqué cette spécificité. C'est intéressant de voir que, comme un petit peu comme les auction games ou les choses où on prend des actions dans une compagnie, le fait que faut faire attention à pas trop prospérer pour pas avantager l'adversaire. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Après, bon, c'est une campagne qui a été annulée, qui est relancée. Attention quand même, hein, voilà, c'est un projet d'un petit éditeur. Faut quand même être plutôt vigilant. Ouais, je suis d'accord. Et puis bon, moi, alors là, c'est vraiment personnel, mais je trouve ça quand même assez moche. Je suis pas très fan non plus. Les illustrations, honnêtement, c'est pas. Même quand on voit les dessins sur les cartes, je sais pas. Bon, c'est pas super ça, c'est excitant. vraiment Ça un fait pas parti pris super rêver, quoi. personnel. Non. Et puis, bon, même si la page est assez claire, le gameplay, c'est pareil, c'est pas non plus très transparent. Alors, c'est un jeu qui est sans doute assez compliqué, donc pas forcément évident de le présenter en quelques images. Ouais, mais c'est pas Mais il n'y a pas non plus un effort de lisibilité. On voit quand même beaucoup de pages qui sont bien faites, tu sais, où ils te mettent d'abord, vous tirez une carte, tu veux qu'ils tirent une carte, ensuite vous choisissez parmi telles actions. C'est quand même pas mal quand tu survoles une campagne de voir un petit peu comment peut se dérouler la partie. Là, honnêtement, après les recherches que j'ai fait dessus, ça reste quand même assez nébuleux. Allez, on passe aux nouveautés sur Kickstarter. Tiens, je vais te laisser commencer avec un petit jeu qui s'appelle Disco Heist Laundry. Ça a l'air complètement délirant. Alors ouais, donc Disco Heist Laundry, pour le pitch, c'est assez marrant. Hein, c'est que on va être dans la pègre et on va essayer de blanchir l'argent du patron. Évidemment. C'est un peu discutable d'un point de vue idéologique, très moral, mais thématiquement, c'est bien foutu. Il y a beaucoup de matos. Ça a l'air d'être un petit jeu, mais à mon avis, on est quand même dans de l'initié plus. Hein. On n'est pas dans du jeu expert, mais on est dans du jeu un petit peu péchu, où on va aller... c'est un Eurogame, où on va aller faire essayer de collectionner des cartes. C'est les cartes qu'on va jouer, donc Driven Card Game, donc c'est les cartes qu'on va jouer qui vont décider un petit peu des actions qu'on va faire. Donc on va construire un petit peu notre deck pour ça, pour essayer de contrôler le terrain, blanchir de l'argent, tout ça dans le monde de la nuit. Voilà, thématique, moi ça m'a plu. C'est Mike Gnade qui le designer, qui est celui qui a fait Set a Watch. D'accord. Donc c'est pas n'importe qui. Voilà, alors c'est pas mis sur la page, mais je vais faire des recherches. A priori, c'est distribué par Rock Manor Games. Ouais, qui est un bon éditeur. Qui est un gros éditeur, enfin un éditeur pour lequel pour l'instant il n'y a pas encore d'éclaboussure. En tout cas, moi j'en ai pas entendu parler. Et Set a Watch, moi je l'avais bien reçu dans des délais OK, et le matériel était bien. Voilà. Il n'y a pas de VF, c'est un peu dommage. Il y a 488 contributeurs, donc je pense qu'il n'est pas vraiment en danger. Le prix, $59 et $13 de frais de port. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est alors par contre, tu as un pledge à $525. Youhou! On va dire, mais comment on peut amener à 500? Alors, c'est pas la signature de Magnade, hein, je pense pas que, même s'il a du renom, elle vaille $480. C'est un week-end payé à Las Vegas, c'est ça? Non, elle te paye pas tout le week-end, mais il te propose un dîner avec eux, dans le cadre de la Dice Tower West, qui est l'événement un peu de la côte ouest où tu vas jouer comme ça pendant 5 jours à Las Vegas. Un peu comme les gens qui vont aux machines à sous, mais là tu te fais du jeu de société c'est Dice Tower, donc le très très gros créateur de contenu américain, le plus gros créateur de contenu américain, qui organise ça. Il organise à l'ouest et donc là, dans ce cadre-là, il te propose de venir dîner avec eux, de signer la boîte, etc. Donc bon, c'est rigolo. Quoi. Que moi, payer 500 balles pour bouffer avec Tom Vassol, je m'en passe. Moi, on m'aurait mis le billet pour Las Vegas, j'aurais réfléchi. Bon. Le billet, l'hébergement, pour rester là-bas 5 jours à faire du jeu non-stop, je pense que je veux bien même dîner avec Tom Vassol pour ça, il n'y a pas de souci. Jeu suivant, Kickstarter, un jeu qui s'appelle Timeless Journey, The Italian Grand Tour. Ah, l'Italie, c'est beau. Je vois évidemment Florence en arrière-plan sur la boîte, c'est beau. Oui, c'est un jeu de gestion qui a été fait par un grand nom, hein, qui est Nestor Mangon, qui fait partie de l'école italienne, avec Andrea Robiani, donc qui est un jeuneau qui a 460 contributeurs. Il est uniquement en anglais. C'est un Eurogame qui fait pareil, on va faire du deck building pour se déplacer sur la carte de l'Italie pour aller c'est ce qu'ils appellent c'est faire un voyage un petit peu initiatique pour aller valider certains contrats, voire contrats, je prends au sens large, hein. On va aller valider des objectifs, et c'est un petit peu dans le même esprit que Darwin's Journey, hein, qu'avait fait
Mangon qui cartonné, avait hein. très bien marché, Mm. qui avait vraiment cartonné. Bon là, moi je trouve ça esthétiquement très joli. La vidéo me fait beaucoup envie parce qu'il te parle quand même Enfin j'aime bien, il t'emmène dans un voyage, donc thématiquement ils essayent de tourner ça autour de la thématique, c'est assez fort. Il y a Mm. beaucoup de matériel, beaucoup de cartes. Ça a l'air assez cossu. Moi je l'essaierai volontiers. Après, bon j'ai des copains spécialistes là, avec qui j'ai échangé rapidement. Mon copain Mathieu des Explos, bon, qui m'a dit que lui, pourtant, qui est un fan de Mangon, lui, il passe son tour parce que ça, voilà, ça D'accord. l'inspire pas. A priori, la campagne aurait été lancée puis relancée, Mm. mais voilà, qu'ils auraient pas corrigé les erreurs. D'accord. Faut voir. Donc attention, regardez. C'est Larius Game qui édite ça. Bon, a priori, pas de tâches sur Larius Game non plus. À me confirmer, hein, s'il y a des personnes qui ont des choses à y dire, qui n'hésitent pas. Le pledge de base est à 45 € avec 15 € de frais de port. On est dans quelque chose de raisonnable, quoi. On sort avec un gros jeu à 72 €, tout compris avec les TVA. Donc c'est ok. En version de base, bien. Okidoc. Alors, autre nouveauté sur Kickstarter, un jeu qui s'appelle Calypso. Alors là, moi, je vous emmène dans un monde futur hein, qui a été envahi par l'eau hein, à cause de la fonte des glaciers. Et il va falloir tout simplement essayer de reconstruire une mini-civilisation avec tous les débris que vous allez glaner ici et là de l'ancien temps. Alors, étant personnellement un grand fan du film de avec Kevin Costner, Waterworld, de Kevin Reynolds, ça m'a parlé tout de suite. Et je trouve que le jeu est vachement intéressant. Donc c'est un jeu plutôt de tuiles. Vous allez petit à petit mettre des tuiles sur un plateau de mer, hein, évidemment. Et vous allez petit à petit construire une espèce d'atoll fait de briques et de brocs. Vous allez pouvoir pêcher. Vous avez un plateau à côté qui est le Maelstrom, d'où vont sortir tout ce qui est débris. Hein. Voilà, vous avez des objectifs aussi à remplir. Et je trouve que ça paye pas de mine, mais je pense que c'est très cool. Voilà, c'est un sentiment personnel, mais moi ça me plaît bien. C'est des associations sur les tuiles, hein, ou des associations d'images qui vont faire que vous allez pouvoir construire des choses. Moi, je l'avais vu, je l'avais pas étudié plus que ça. C'est toi qui l'as ressorti. Tout d'abord, je trouve que l'aspect graphique est quand même vachement travaillé. C'est très joli, cool, hein, comparé au jeu où je disais, je trouvais que c'était pas très joli. C'est subjectif, hein, c'est pareil, c'est mon goût. Mais là, on a des vrais dessins, on a des vrais dos de cartes qui ressemblent à quelque chose. Donc, pour moi, en tout cas, c'est important. Le plateau, il est bien lisible. Donc, je veux dire, l'aspect graphique ne nuit pas à la gestion du jeu, à la capacité à prendre assez facilement les décisions en fonction des différentes couleurs des terrains qu'on va installer. Si je comprends bien, on va aller développer un petit peu notre village sur l'eau en installant différents types de terrains et en faisant des endroits où on peut emprisonner des poissons. Tout ça en allant chercher des polyomino sur un plateau commun. Que je trouve de vachement intéressant sur ce type de jeu de polyomino, c'est que, y compris dans la version de base, c'est aimanté. Oui. C'est-à-dire que quand tu les poses, ils risquent pas de bouger. Ah bah ça c'est vachement bien, quoi. C'est un bon petit plus. Ouais, quand tu mets des polyomino, même dans des jeux de grand renom comme Ark Nova, et j'attends impatiemment le triple layer, donc le plateau à 3 couches, parce que c'est une vraie galère, quoi. Dès qu'on va toucher quoi que ce soit, il y a tout qui bouge. Ouais, c'est agaçant, hein. C'est pas très agréable, surtout quand tu aimes le jeu. Donc pour ça, le jeu est assez novateur. Il y a une VF. Ouais. Donc, et alors, ça, il y a trois modes. Donc t'as le solo, t'as le compétitif et t'as du coop. Et le coop, c'est rigolo parce que tu retournes les tuiles de mer, tu les assembles, et donc ça te fait un grand océan sur lequel tout le monde va pouvoir apporter ses idées et sa construction. Donc voilà, moi je le sens bien, ça me fait envie. Voilà, après. Ouais, puis c'est ok en termes de prix. La version de base c'est 46 €, alors 74 $ canadiens, avec 17 $ de frais de port. Je sais pas si c'est des dollars canadiens ou américains plus la TVA. Bon, on reste dans quelque chose qui est accessible. Il y a quand même beaucoup de tuiles. C'est un jeu forcément comme on va construire un petit peu son terrain à très forte rejouabilité. Les parties sont pas fondamentalement différentes les unes des autres, mais on fera jamais deux fois la même chose, et le fait d'aller chercher des tuiles au milieu rend l'interaction très évidente, parce qu'on va prendre des choses pour s'arranger, mais également qui peut intéresser l'adversaire. Donc moi j'aime bien ce type de jeu, j'essaierai avec plaisir. L'édition est belle, hein, quand même. Même dans la version de base, il y a des trays, donc Ouais. non, c'est dans la
version. Non, pardon, c'est dans la version Deluxe qu'il y a les Deluxe, trays. ouais. Mais la version de base, il y a des sacs dans lesquels on va tirer. Enfin, c'est Bon. pas mal. C'est joli. Moi, chouette. c'est ma Très nouveauté bien. de l'As, franchement, perso. Ouais. Voilà. On passe, alors rien à voir, un truc qui s'appelle Geekmon. Alors, on se demande si ça a un peu à voir avec les Pokémon. Parce que ça ressemble, hein. Et donc, les bestioles sur Ouais, la ça couverture, ressemble, hein, c'est du mais Pokémon bis. Hein. ça ressemble, mais il n'y a pas la licence. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas la licence. Sinon, ils ne te vendraient pas ça $30 en Ouais. fait déjà. Et alors, de ce que j'ai compris, c'est une boîte. En tout cas, ils ont vendu le jeu l'année dernière au Brésil. D'accord. Et donc, je sais pas si c'était un financement participatif sur quelque chose de brésilien, mais en tout cas, moi, ça me dit rien du tout. Hein, je l'ai pas vu passer. Et là, ils viennent donc le commercialiser à l'international et ils rajoutent des add-ons ou en tout cas des mises à jour pour ceux qui auraient la version brésilienne. C'est comme ça qu'on s'en aperçoit, parce que quand on va regarder un petit peu les différents projets, on voit ça. C'est Murpia Game qui fait ça, donc c'est leur premier projet. On voit que c'est vraiment un auto-éditeur, hein. C'est un petit truc. Il y a une VF pour les règles, sachant que les règles ont assez peu d'intérêt en fait, puisque l'idée, c'est un jeu d'adresse sur lequel, sur un hexagone, donc une grande tuile à 6 côtés, on va mettre 6 cartes au milieu et on va les jeter nos cubes. Et en fonction du nombre de cubes qu'il y a sur chaque carte à la fin de la manche, où on va avoir jeté un certain nombre de cubes, on va acquérir la carte. Donc c'est de la majorité en fait de placement en fonction de la dextérité du lancer, sachant qu'il y a un endroit spécial sur la carte où si le cube touche là, on la gagne immédiatement, même si on n'a qu'un cube et que l'autre en a 4. D'accord. Donc ça reste un jeu d'adresse, ça reste assez simple. Moi j'aime bien ce type d'offre parce qu'on n'en voit pas beaucoup, c'est assez facile. On peut y jouer avec des enfants très facilement. En plus on va collectionner des cartes, ils mettent 14 ans et plus, mais bon, à mon avis, ma fille de 6 ans doit être capable de lancer un cube pour aller prendre sa carte Pokémon préférée. Je sais pas si elle gagnera parce que dans le set collection, il y a quand même un petit peu de stratégie, mais voilà, l'offre est sympa, allez regarder Geekmon. Ok, allez, on passe encore à un autre jeu qui est pas immense, hein, qui s'appelle Verne. Rien à voir avec Jules Verne, si? Non, rien à voir. Là, c'est donc un jeu d'aventure à base de dés. On est vraiment à la porte du jeu de rôle. C'est assez intéressant. L'offre était raisonnable en termes de prix, $69. Après, c'est des tout petits éditeurs, a priori indiens, hein, puisque j'ai eu du mal à retrouver quand même des infos, mais ils s'appellent Salar et Sud. Et bon, quand on voit la photo, ils ont quand même l'air assez typés hindous, y compris toutes les personnes, la connotation en nom des personnes qui l'ont fait. Et donc, c'est un jeu d'aventure où on va aller se battre. Il y a beaucoup de jets de dés, des D10, des D20, des D12, mais aussi on va accomplir des campagnes, on va affronter les adversaires, on va aller récolter de l'argent, on va looter, on va récupérer du matériel, on va s'équiper. Ils annoncent durée de la partie 60 minutes. Honnêtement, je vois pas comment c'est possible, mais bon, sans doute un petit peu plus. On est vraiment dans le jeu un petit peu hybride, premier pas entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Voilà, c'est assez intéressant. Moi, je le prendrais pas. C'est très indé. Hein. Mais les personnes qui sont intéressées soit par les jeux indés, soit par les jeux d'aventure hors streamline, hein, hors gros blockbuster comme Tainted Grail ou des choses comme ça, bah allez regarder et puis dites-nous ce que vous en pensez avec votre regard de spécialiste, puisque c'est vrai que moi c'est pas ma crèmerie d'origine. Allez, dernière nouveauté qu'on vous évoque cette semaine. Encore une fois, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est un Tower Defense Print and Play qui s'appelle Towers of Evil, avec une VF. Ouais, voilà, donc il y a une VF et c'est mon jeu pas cher. C'est mon petit jeu puisque Gabe Barrett n'est pas là ce mois-ci. Mais où es-tu où es-tu Gabe? Et donc là c'est un print and play Tower Defense à $5 où en fait on va avoir une tour, un château qui va se faire agresser par 3 héros. Et les 3 héros vont progresser sur une piste et ce qu'il va falloir c'est essayer de les retenir en leur balançant des trucs sur la tronche en fonction de ce que vont sortir les dés. Donc on est dans le roll and write, c'est-à-dire qu'on va jeter des dés qui vont nous permettre d'accomplir et de faire certaines choses, et le Tower Defense c'est le print and play. Voilà, donc c'est un package. L'éditeur c'est un spécialiste du genre, en plus comme je vous dis c'est un print and play, donc print and play on n'a pas. Alors troisième position, c'est également une nouveauté qui
s'appelle Container. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On se bat pour moins de pollution, moins de transport maritime, on peut plus transporter des ventilateurs Wish à 2 € par des containers de Chine jusqu'à chez nous, c'est dégueulasse, faut arrêter. Et là, ils nous font un jeu sur ça, quoi. Ah bah oui. Et puis alors, quand tu vois la page de présente, t'as compris, hein. T'as compris ce que c'était que la commercialisation à grande échelle quand tu vois le paquebot avec des milliers de containers dessus. C'est quoi. ça, Donc, tous ces pledges. Ouais. Alors, ouais, c'est rigolo parce que moi j'ai traité ce jeu avec plaisir. Bon, d'abord c'est quand même un jeu de gestion, donc j'ai quand même plus de facilité à me mettre dedans. Et ben vous écouterez l'émission de la semaine dernière, mais ils m'ont écouté, tu vois, comme quoi on est suivi même par des éditeurs puisque c'est un bundle. Container Grunts and Triangulation, donc Grunts et Triangulation, c'est 2 autres jeux, mais toute la page est faite autour de Container. Ouais. Donc ça, là, j'aime bien. Donc je vous présente Container, je vous inviterai à aller voir Grunts et Triangulation que j'ai regardé rapidement, mais que moi je vais pas traiter. Container, c'est un jeu qui était en rupture, comme Le Havre de Rosenberg, qui a été en rupture pendant des années, où on a à un moment donné vendu des boîtes à 170 €, quoi. Donc, un tarif complètement délirant. L'original étant sorti en 2007, une réédition 10e anniversaire en 2018, et les deux sont classés en 500 BGG. Donc on est sur du jeu qui a une assise quand même en termes de satisfaction. C'est un jeu économique de pick-up and deliver, donc c'est-à-dire qu'on va produire des containers qu'on va ensuite transporter par bateau. Mais on va pas transporter ces containers à soi, on n'a pas le droit. On doit transporter ceux des autres qu'on va aller acheter en allant dans leur port. Voilà. Et on va scorer de façon secrète en fonction de la couleur du container qu'on va réussir ensuite à emmener sur l'île déserte qui est au milieu, qui est en fait là où on va stocker un petit peu nos containers, et c'est ça qui nous donnera les points de fin de partie. Et par exemple, je peux avoir moi 10 points pour les containers blancs et que 5 points pour les jaunes, donc j'ai intérêt à avoir un maximum de blancs. Mais si les blancs, moi je les produis, ça me sert à rien puisque moi je peux pas déplacer moi-même mes containers. Mais ils peuvent être déplacés par quelqu'un d'autre qui peut venir les prendre chez moi pour ensuite les délivrer chez moi. Et au moment où on arrive sur l'île, c'est là où il y a une enchère où chacun va dire combien il achète le lot de containers. D'accord. Donc on est vraiment sur un jeu très gestion économique, hein, où il y a un aspect économique. Ce que j'aime bien, c'est que ça change un petit peu des jeux économiques classiques où on va prendre des actions d'une compagnie qu'on va essayer de faire fructifier, mais plus celles où on a beaucoup de parts et moins celles des autres. Que moi, j'avoue, j'ai un peu de mal, j'en ai essayé un ou deux, je sais pas, ça me touche pas. Là, je trouve ça assez intéressant parce que c'est comment, en organisant et en faisant par exemple du bundle, c'est-à-dire en produisant mes containers pas chers, que je vais inciter les autres à venir les acheter et que même moi je vais pouvoir les racheter ensuite pour les stocker chez moi parce que c'est cette couleur-là qui me rapportera le plus de points. Je trouve qu'il y a vraiment une imbrication dans l'aspect tactique et stratégique qui est assez intéressant. D'accord. Le prix, il est raisonnable, c'est 39 $, 9 $ de frais de port. J'ai vu ça. Voilà, Pas de bravo, vraiment content. C'est 3 joueurs minimum. Donc là, ça annonce la couleur. On a parlé tout à l'heure sur le jeu à minimum 3 joueurs. Donc on est dans du jeu où c'est comme il y a des enchères en fait quand on vient et s'il y a une seule autre personne à enchérir, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de VF. Non, c'est Allplay qui commercialise ça. Et qui sont ceux qui ont fait Sales, River Valley, Kabuto, donc un peu spécialiste de ce genre de jeu, quoi. Et voilà, on n'a pas dit les chiffres, parce qu'il est quand même 3e, 394 000 €, 5 437 contributeurs, donc c'est vraiment un très gros succès. Je pense que c'était extrêmement attendu. C'est que moi, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Autant Le Havre, je l'ai cherché pendant des années, plusieurs années, j'ai attendu d'avoir une boîte du jeu Le Havre de Rosenberg qui était en rupture, que j'ai réussi à avoir une vieille version un peu abîmée à 50 € déjà. Que j'ai revendu depuis le même prix, donc sans souci. Et là, je pense que vraiment, il y avait une grosse attente. C'est vrai que le jeu est quand même sympa parce que même pour un jeu de 2007, t'as un petit paquebot en plastique et tu vas charger tes containers. Donc, le matos, c'est sympa. Thématiquement, c'est vachement fort quand même. Là, tu vas commercialiser tes produits. Non, c'est bien foutu, ça fait envie, quoi. Voilà, et c'est 3e. Il reste 10 jours à peu près. 2e place, on retrouve Galactic Cruise. 486 000 €. Il flirte avec les 5 000 contributeurs. Donc là aussi, gros carton. Et c'est la dernière semaine pour le reprint de ce jeu où on envoie des navettes spatiales, des fusées
plus exactement, avec l'excellent design de Yann O'Toole. D'ailleurs, dans les actus, il y a une interview avec Yann O'Toole. Voilà, très très beau jeu, très expert, hein, gros jeu de gestion. En tout cas, ça a marché autant que l'original, hein, j'ai l'impression que... Alors peut-être l'original Ouais, a fait et plus quand même, hein, mais ouais, il avait fait un peu plus, voilà, mais mais ça reprint quoi. moi ouais, j'ai demandé un petit peu à des copains là. Bon, la plupart l'ont pas vu parce que bon, ça a pas baqué chez nous, mais j'ai un copain qui l'a essayé et qui m'a dit que c'était vachement bien. Alors après, on est vraiment quand même dans du jeu expert. Hein. Ils annoncent 1h30 à 2h30 et ça c'est hors taxe. Ouais. Ouais. On est d'accord. Mais ils m'ont dit que le jeu solo était vachement bien, que le jeu en lui-même était vachement bien. Après, c'est un amateur de la Cerda, un copain qui m'a dit ça. Ouais, voilà. Donc, amateur de ce type de gros jeu, mais j'avoue que bon, j'essaierai volontiers. Parce que esthétiquement, j'avoue que franchement, c'est vraiment très très beau. C'est très beau. Ouais. On voit le design de Yann O'Toole qui favorise la lisibilité du tableau. C'est sûr qu'il y a un gros paquet de règles. Je pense qu'il y a 45 minutes de règles à avaler. Et puis après, une demi-heure, je dirais, pour dans la mécanique du jeu, comprendre un peu comment ça fonctionne. Par contre, après, c'est vrai que ça a l'air de... Il me disait que ça déroulait tout seul. Une première grosse partie test où tu vas fourrer tes nez dans les règles toutes les 5 minutes, c'est un peu ça. Tu galères toujours la première partie à ce genre de jeu pour tout ingérer. Surtout, c'est pour ça il vaut mieux y jouer avec quelqu'un qui le connaît bien, mais le problème c'est que quelqu'un qui le connaît bien, et il va t'écraser, quoi, parce que sur les jeux compliqués comme ça, il y a quand même une courbe de progression. Il y a une VF, et comme on disait, enfin moi je disais, l'originalité justement de cette extension, c'est que il rajoute un peu, comment dire, des choses qu'on voit plus dans les jeux à campagne où on va aller upgrade le jeu et mettre des petits autocollants. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouvais ça plutôt chouette. Avec des boîtes qu'on va ouvrir au fur et à mesure. Allez, premier de Kick Parade cette semaine, c'est Endearment, qui en est quasiment à 580 000 euros. Plus de 5700 contributeurs, et ce sont les tout derniers jours pour ce jeu qui se déroule à l'ère victorienne en Angleterre, dans lequel vous allez incarner une jeune femme de bonne famille qui va chercher son époux. Voilà, à travers les balles, les correspondances épistolaires. Voilà, on en a beaucoup parlé il y a 2 semaines. Hein, on vous invite à voir le Kick Parade 194, il me semble que c'était ça. Très très beau design, très simple, très épuré, mais qui fait vraiment écho au design de cette époque. Avec comme tu l'avais expliqué, un petit arrière-goût féministe politique. Hein. On n'est pas juste dans de la représentation un peu réac de cette époque. C'est assez critique en fait justement de la femme considérée comme un produit. Donc faut voir comment ça se traduit après dans le jeu, mais ça rend les choses moins, comment dire, thématiquement un petit peu plus solides. Et ça la repositionne comme justement non plus un produit, mais une source de décision. Donc c'est ça. La femme qu'on joue qui va aller choisir un petit peu comment orienter, comment manipuler l'entourage. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et bon, il y a c'est un peu une critique sociale du moment. C'est vraiment, moi, je trouve magnifique. Sans pour autant, c'est marrant, être style rococo. Enfin, non, parce que c'est vrai que c'est un style qui pourrait être très casse-gueule. Ça peut moi, c'est pas vite trop... fait faire ringard. Ouais, mais en fait, pas trop. Mais là, et puis il joue le parti à fond. Je trouve que c'est joli. Ça pourrait être vraiment. On regrette l'absence de VF. Après, c'est vrai que comme il y a pas mal d'historique, il y a forcément pas mal de textes, mais essentiellement sont des cartes. Donc faire un deck de cartes traduit, ça paraît pas infaisable. On aimerait voir ce jeu traduit. En tout cas, c'était aussi l'avis des membres de la communauté là, que j'ai eu en commentaire, qui disaient que c'est vrai qu'en VF, ils l'auraient pris. En VO, plus compliqué. Mais il n'y a pas eu d'édition française en boutique de leur précédent jeu. La Botanie, c'est pas sorti, il me semble. Artistry non plus. La Fleur non plus, qui sont un peu des jeux un peu dans le même mood. Ouais, je pense que c'est ils ont une commercialisation un petit peu restreinte, quoi. Pourtant, on voit les cartons qu'ils ont fait. C'est premier. Ils enchaînent depuis 2 ans. Là, c'est leur 4e carton. Ils ont vraiment trouvé un créneau. C'était 15 000 contributeurs, 1 million d'euros, quoi. Donc, je veux dire, à moins de se retrouver face à un poids lourd, 2 millions, ils ont fait la première place
1 million de dollars. 1 million, ah oui, j'ai compris 20. Ouais. J'ai dit, oulala, Ah non, non, pardon. mais Non, où est-ce non, qu'on non, 1 va? Mais million où de dollars. va-t-on? Mais à moins de se retrouver face à un gros poids lourd d'Ameritrash, ils ont fait la première place du Kickstarter à chaque Ouais, projet. ouais, Donc, ouais. voilà, c'est une vraie réussite pour Doxomnium. Voilà, Ils sont bravo. Moi, discrets, j'aime mais beaucoup l'esthétique. ils cartonnent. Bon, Oui, puis bon, ouais. on voit que le jeu, il est vraiment fini. Ils le vendent là, Oui, oui. complètement fini. Oui, Alors oui. après, c'est vrai qu'on peut dire, bah oui, mais du coup, ça fait perdre le sens du financement participatif. C'est vrai, on n'est pas dans du jeu indé comme là, on vous en a présenté certains, surtout dans les nouveautés, hein, c'est plutôt là où on les trouve. Mais c'est quand même plus rassurant parce que c'est vrai que le produit est fait, il est fini et on est dans une phase de pré-commercialisation. Donc, Voilà, avec une magnifique édition de luxe, si vous en avez les moyens. Une magnifique boîte. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour des jeux pour cette semaine. N'hésitez pas à commenter toutes ces nouvelles campagnes. Merci beaucoup de nous suivre et puis aussi de mettre des pouces, que ça c'est super important pour l'algorithme, ces trucs-là. Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, en attendant, jouez bien. Salut Fab. salut à tous. Ciao.